So with the capture of Nicolas Maduro and the talk of Trump trying to take over Greenland, plus all those 51st state threats last year, I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. that suddenly propelled the question, is Canada under threat from the US? Well, not exactly, but many of the experts we spoke to are increasingly concerned by the moves from the Trump administration. L'action du Canada dans l'Arctique marque un tournant rare, dans des différends qui, pendant des décennies, sont restés uniquement déclaratifs. Au cours de la première semaine de janvier 2026, un mémorandum interne a circulé discrètement entre les secteurs stratégiques du département d'État et du commandement nord des forces armées américaines. Son contenu était direct et techniquement objectif. En moins d'un an, le Canada avait acquis la capacité pratique d'imposer un contrôle opérationnel sur le passage du Nord-Ouest, sans dépendre de l'accord formel de Washington. Le document ne décrivait pas explicitement une rupture diplomatique, mais alertait sur l'émergence d'une nouvelle réalité, la souveraineté canadienne, qui pendant des décennies n'avait été revendiquée qu'en termes juridiques, se matérialisait désormais par le biais d'infrastructures, d'une présence militaire et de mécanismes de surveillance continue. Ce changement, bien qu'anticipé par les analystes du renseignement dans des rapports antérieurs, a été pris en compte car il rompait avec un statu quo stable, celui de la tolérance mutuelle fondée sur l'incapacité pratique du Canada à faire valoir ce qu'il revendiquait comme un droit. Pendant plus de 70 ans, les États-Unis se sont appuyés sur une interprétation spécifique du droit international pour naviguer dans les eaux arctiques canadiennes, sans demander d'autorisation. Des navires militaires ont traversé le détroit, des sous-marins ont mené des opérations dans la région polaire, et des recherches océanographiques ont été menées par des institutions américaines, sans coordination avec Ottawa. Ce comportement reposait sur une logique fonctionnelle. Le Canada revendiquait sa souveraineté, mais ne disposait pas des moyens matériels pour exercer un contrôle sur le territoire maritime. Il manquait des ports opérationnels, une surveillance permanente, une capacité de réponse en période de gel intense et des systèmes logistiques minimement structurés pour surveiller ou conditionner le trafic des navires étrangers. Cette lacune rendait le litige juridique sans importance dans la pratique et de ce fait maintenait l'impasse dans un état latent. Ni conflit ouvert, ni reconnaissance formelle, juste une zone grise, tolérée par les deux parties. Cet équilibre informel a commencé à se désagréger lorsqu'une série de mesures budgétaires, approuvées par le Parlement canadien entre novembre 2025 et février de l'année suivante, est passé de la rhétorique à la mise en œuvre. En moins de 6 mois, le port de Churchill a entamé des travaux d'agrandissement des quais, de renforcement structurel pour l'accostage de navires de charge lourde et d'installation de systèmes de ravitaillement compatibles avec des opérations logistiques prolongées. Parallèlement, des contrats ont été signés pour la construction de 2 brise-glaces de classe polaire, dont la livraison est prévue d'ici 2032, mais dont les premières unités auxiliaires sont déjà en service. Les bases militaires des régions du Nunavut et du Manitoba ont commencé à recevoir des équipements pour les opérations hivernales et les unités de la garde côtière ont commencé à mener des missions plus fréquentes et de plus grande envergure technique. L'action n'était plus ponctuelle, mais avait désormais un caractère fonctionnel, avec des plans d'urgence, des itinéraires de patrouille, une surveillance environnementale et des systèmes de communication interagissant en temps réel avec les centres opérationnels du gouvernement fédéral. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le mémorandum indiquait également qu'au cours des dernières semaines, au moins 3 navires battant pavillon européen avaient choisi de soumettre leur navigation à l'autorité canadienne, demandant une escorte, des conseils techniques et la validation des itinéraires. Bien qu'aucune de ces actions ne constituait une reconnaissance explicite de la thèse juridique d'Ottawa, elles représentaient toutes un nouveau modèle de comportement institutionnel. La pratique commençait à s'éloigner de la rhétorique traditionnelle. Et dans les litiges de cette nature, les précédents opérationnels sont souvent plus pertinents que les avis juridiques.
C'est pourquoi les analyses cohérentes sur les coulisses institutionnelles ont pris une importance croissante. En suivant cette chaîne, vous accédez à une lecture qui privilégie le contexte, la convergence systémique et l'interprétation critique des mouvements qui façonnent la politique étrangère des États-Unis. C'est dans ce contexte que le débat sur la souveraineté dans l'Arctique prend une dimension plus structurelle, s'éloignant des discussions purement rhétoriques, pour se rapprocher d'un test pratique sur ce que signifie réellement contrôler un corridor stratégique. Le cœur de la controverse entre le Canada et les États-Unis ne s'est jamais limité au droit formel. Depuis 1988, lorsque les deux pays ont signé l'accord de coopération dans l'Arctique, il est clair qu'il existe un désaccord conceptuel, qu'aucune diplomatie ne pourra résoudre entièrement. Pour Washington, le passage du Nord-Ouest est un détroit international, dont le transit est garanti à tout navire en vertu des règles du droit maritime multilatéral. Pour Ottawa, il s'agit d'eaux intérieures, dont le régime juridique est équivalent à celui des fleuves et des canaux, sous juridiction nationale. L'accord bilatéral n'a pas résolu cette divergence. Il a simplement établi que les États-Unis informeraient le Canada avant d'envoyer des brise-glaces dans la région, sans renoncer à leur position juridique. Dans la pratique, il s'agissait d'un accord de coexistence temporaire, utile tant que la route restait secondaire, et que les capacités logistiques du Canada restaient limitées. À partir de là, la logique du conflit change, non pas parce qu'un nouveau traité a été signé, mais parce que les éléments matériels influencent désormais directement l'application du droit. La construction d'infrastructures, la présence continue de patrouilles, la mise en place de systèmes d'inspection et la fourniture de services d'assistance aux navires créent peu à peu un régime de fait. Cette transformation s'inscrit dans le contexte géopolitique actuel, où les États-Unis tentent de préserver la prévisibilité de leur voie d'approvisionnement et de contenir l'expansion de rivaux stratégiques, tels que la Russie et la Chine. La contradiction est évidente, en maintenant sa position selon laquelle le passage est international. Washington permet à d'autres pays, y compris à ses adversaires, de revendiquer le même droit de transit sans préavis, limitant ainsi sa propre capacité de surveillance et de réponse sur le flanc nord du continent. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la question dépasse le cadre bilatéral. Dans le cadre du NORAD, le système binational de défense aérienne et maritime qui intègre le Canada et les États-Unis depuis la guerre froide. La coordination stratégique a toujours été basée sur la confiance mutuelle et l'interopérabilité tactique. Cependant, avec l'avancée canadienne dans le contrôle de la route arctique, un point de tension sans précédent apparaît. Que faire lorsqu'un navire militaire transite par un couloir qu'un allié considère comme national, mais que l'autre considère comme international? L'absence de protocole unifié dans ce scénario crée une zone d'ambiguïté opérationnelle qui préoccupe certains secteurs du Pentagone. Selon certains rapports, lors de simulations récentes, le commandement Nord aurait évité d'inclure des exercices d'interdiction maritime dans l'Arctique, précisément pour ne pas provoquer de réactions interprétatives de la part des autorités canadiennes. Le risque n'est pas celui d'un affrontement, mais celui d'un manque de coordination. Et dans une région caractérisée par des conditions climatiques extrêmes, des distances logistiques élevées et des communications limitées, l'absence d'alignement opérationnel peut créer des lacunes critiques. Sur le plan politique, la situation est tout aussi délicate. Le gouvernement canadien a cherché à renforcer ses liens avec les membres européens de l'OTAN, en particulier les pays nordiques, ayant une présence consolidée dans l'Arctique. L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance a renforcé cet axe, permettant au Canada de participer à des manœuvres conjointes, d'élargir sa doctrine de patrouille sur la glace permanente et d'établir des canaux parallèles de renseignement. Même si ces actions ne constituent pas un réalignement formel, elles signalent une volonté croissante d'Ottawa de consolider son espace autonome au sein de l'Alliance. Et cela a des implications systémiques. Jusqu'à présent, l'OTAN évite de prendre position officiellement sur le différend juridique entre le Canada et les États-Unis, préférant maintenir une neutralité stratégique qui préserve la cohésion du bloc.
Mais cette neutralité, en termes pratiques, favorise le pays qui investit des ressources réelles pour exercer un contrôle, en l'occurrence, le Canada. Ce mouvement attire également l'attention dans le domaine économique. Le projet de modernisation du port de Churchill, à l'extrémité nord de la baie Hudson, a transformé un terminal régional marginal en un point d'ancrage potentiel pour les opérations logistiques intercontinentales. Grâce à son accès ferroviaire au centre du Canada, le port est désormais considéré comme viable pour le transport de céréales, de potasse, de gaz naturel liquéfié et de minéraux essentiels tels que le nickel, le cuivre et le lithium. La combinaison d'un climat plus clément pendant l'été arctique, d'une infrastructure portuaire opérationnelle et du soutien des brise-glaces élargit la fenêtre d'utilisation de la route, selon des projections prudentes, d'ici 2035. Entre 3 et 5% du commerce maritime mondial pourrait être redirigé vers ces eaux. Cela implique non seulement un gain de temps et de carburant pour les navires qui traversent le Pacifique et l'Atlantique, mais aussi un contrôle sur les tarifs, les règles environnementales, les frais de navigation et les critères d'inspection, tous soumis, selon le point de vue canadien, à son autorité exclusive. Plus qu'indifférent entre deux interprétations juridiques. Ce qui se profile, c'est une refonte des hiérarchies logistiques dans l'hémisphère nord. À mesure que le Canada développe ses infrastructures, consolide sa présence militaire et reçoit des signaux diplomatiques favorables de l'Europe, le coût de contester sa souveraineté sans contrepartie devient politiquement élevé pour Washington. Et ce nouveau rapport de force ne résulte pas de rupture déclarée, mais de l'accumulation patiente de faits opérationnels qui réduisent la marge d'ambiguïté. C'est pourquoi suivre ce canal est devenu un outil important pour ceux qui cherchent à comprendre, sans raccourci ni réduction, les couches institutionnelles qui façonnent la politique de sécurité et de commerce extérieur des États-Unis. Il existe toujours des interprétations divergentes quant à la signification réelle de ce nouveau modèle de contrôle opérationnel dans l'Arctique pour le système d'alliance dirigé par les États-Unis. Pour une partie importante du corps diplomatique américain, la consolidation canadienne dans la région doit être considérée comme un ajustement interne au sein même du bloc occidental, presque comme une redistribution tardive des capacités et des responsabilités. L'argument central est que le Canada a toujours été un élément essentiel à la stabilité du Nord, mais qu'il a pendant des décennies joué un rôle secondaire, avec peu d'autonomie stratégique et une grande dépendance à l'égard de l'orientation politique de Washington. Selon cette interprétation, ce qui se passe actuellement, c'est le renforcement du flanc nord de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à un moment où la Russie et la Chine accentuent leur pression sur des routes alternatives, des corridors logistiques et des points de passage maritime qui, pendant longtemps, ont été considérés comme secondaires. Parallèlement, certains analystes considèrent ce mouvement comme un risque institutionnel à long terme. Les secteurs associés à la doctrine américaine de la liberté de navigation estiment que le problème ne réside pas dans le Canada en tant qu'allié, mais dans le message que véhicule le système lorsqu'il tolère qu'un pays, même allié, impose des règles unilatérales sur une route maritime de grande valeur stratégique, même lorsque ces mesures sont présentées comme des exigences techniques, environnementales et logistiques. Leurs conséquences peuvent dépasser le cadre de l'Arctique. Le point sensible est le précédent. Si ce type de contrôle est normalisé, d'autres acteurs pourraient chercher des justifications similaires dans des environnements beaucoup plus instables, tels que la mer de Chine méridionale, le golfe d'Oman, ou certaines parties de l'Arctique, sous influence et contestation russe. Pour ces observateurs, la question n'est pas seulement de savoir ce que fait le Canada, mais ce que le monde apprend à accepter. Les analystes de la sécurité maritime soulignent que le conflit n'est plus seulement théorique. Si les États-Unis en viennent à reconnaître, même tacitement, la capacité du Canada à conditionner le transit dans le passage du Nord-Ouest, l'effet le plus important sera la formation d'un régime pratique de souveraineté fonctionnelle. En termes directs, l'infrastructure devient source d'autorité et les services deviennent source de dépendance. La surveillance,
la disponibilité du soutien logistique, la normalisation des protocoles et l'exigence d'autorisation créent une réalité dans laquelle le trafic dépend, sur le plan opérationnel, de la structure canadienne. Avec le temps, cette matérialité peut peser plus lourd que l'interprétation juridique initiale. Ce transfert d'accent, du droit déclaré à la pratique consolidée, divise les juristes internationaux. Certains soutiennent que les pratiques répétées, si elles ne sont pas contestées de manière formelle et persistante, acquièrent une force interprétative et influencent d'autres conflits de navigation. D'autres avertissent que cette élasticité affaiblit la prévisibilité du système multilatéral et encourage les différends bilatéraux, précisément dans les domaines où des règles claires sont indispensables. C'est pourquoi le débat continue de se concentrer sur une question qui n'a pas encore trouvé de réponse institutionnelle définitive. À quel moment la présence physique continue commence-t-elle à générer des effets juridiques susceptibles de redéfinir le statut d'une route maritime? Pour le Canada, la réponse est pragmatique et s'inscrit déjà dans la routine opérationnelle. Les navires demandent l'autorisation, adaptent leurs itinéraires aux protocoles nationaux, utilisent les services et suivent les directives avec un degré de conformité croissant. Peu à peu, ce qui n'était auparavant qu'une thèse devient une réalité établie. Pour les États-Unis, cependant, admettre ce nouvel arrangement reviendrait à reconnaître qu'un différend qui dure depuis des décennies a été perdu, sans confrontation formelle. Ce serait accepter que la stratégie de tolérance, adoptée depuis les années 80, conçue pour préserver une marge de manœuvre, ait finalement permis la consolidation d'un régime qui limite la liberté d'action américaine dans un domaine sensible pour sa sécurité continentale. Certains observateurs soutiennent que le refus américain de porter la question devant les tribunaux internationaux était, à l'origine, un choix stratégique mûrement réfléchi, en évitant l'arbitrage et les litiges. Washington a préservé sa flexibilité politique et réduit le risque de création d'une jurisprudence formelle, contraire à sa doctrine globale de liberté de navigation. Cependant, ce même calcul a pu avoir un coût caché. En ne saisissant pas la justice, les États-Unis ont permis à la pratique canadienne de se développer sans obstacle juridique proportionné. Des infrastructures ont été construites, des mécanismes de contrôle sont devenus courants, et le régime opérationnel s'est renforcé sans contestation formelle continue. Parmi les analystes européens, cette dynamique a été associée à la croissance du droit international coutumier, celui qui se forme par la répétition de pratiques tolérées. Ainsi, l'absence de réaction formelle cohérente tend à favoriser le Canada, non pas par une décision explicite, mais par l'accumulation progressive d'une légitimité interprétative. Au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le sujet continue d'être traité avec discrétion. Le comité politico-militaire de l'Alliance évite de qualifier le différend de divergence stratégique, préférant le considérer comme une question bilatérale. Cette position préserve la cohésion du bloc face aux défis extérieurs, mais elle a également des effets. Il n'y a pas de médiation institutionnelle dans une impasse qui implique deux membres centraux. Certains experts affirment que cette neutralité affaiblit la capacité de l'Alliance à gérer des scénarios futurs dans lesquels des chevauchements de souveraineté maritime seront inévitables. D'autres soutiennent que l'absence de positionnement est précisément ce qui maintient la stabilité, préservant l'ambiguïté stratégique nécessaire pour éviter les fissures internes qui pourraient être exploitées par des adversaires externes. Alors que l'Occident gère cette ambiguïté, la Chine suit l'affaire, avec attention et discipline stratégique, dans des rapports techniques produits par des centres liés au ministère du Commerce. Des références à l'argument historique américain sur l'internationalisation du passage du Nord-Ouest apparaissent comme base pour soutenir la légitimité de la présence chinoise dans l'Arctique. La logique est instrumentale. Si les États-Unis ont traversé pendant des décennies des eaux que le Canada considérait comme internes, en invoquant une interprétation large du droit de passage, alors ce même principe pourrait être mobilisé par des tiers sur des routes contestées,
Cette possibilité préoccupe certains secteurs du département de la Défense, qui y voient un risque de contradiction stratégique. Défendre la liberté de navigation de manière universelle réduit la marge de manœuvre de Washington pour soutenir ses alliés qui cherchent à protéger des zones sensibles, sur la base de la souveraineté territoriale, du contrôle environnemental et de la sécurité régionale. Il s'agit là d'une impasse structurelle qui s'aggrave. Le Canada progresse grâce à sa présence, à ses infrastructures et à la normalisation des règles, consolidant ainsi un régime de contrôle fonctionnel qui reçoit progressivement des signes d'acceptation internationale. Les États-Unis maintiennent une position juridique cohérente avec leur doctrine mondiale, mais voient cette position s'affaiblir à mesure que la pratique se cristallise sur le plan opérationnel. Entre la légalité déclarée et la réalité consolidée, une zone d'incertitude institutionnelle se développe où les changements s'accumulent sans décision formelle. Cette situation devrait se prolonger en fonction des nouvelles tentatives de transit, de la position des pays tiers et de la limite de tolérance internationale à l'égard des initiatives unilatérales qui testent le droit international, sans le contester ouvertement. C'est précisément dans de tels scénarios où l'issue ne se présente pas en une seule annonce et où les effets s'accumulent en silence qu'un suivi continu devient indispensable. En suivant cette chaîne, vous restez au fait des dynamiques institutionnelles qui façonnent l'avenir des alliances, des frontières et de la politique étrangère des États-Unis.